Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Cela fait partie des premiers décrets qu'il a pris en tant que 47e président des États-Unis. La conséquence pour le monde de la sortie des États-Unis de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, organisation créée le 7 avril 1948. Au-delà du monde, quelles sont les conséquences et implications et responsabilités de l'Afrique vis-à-vis de cette sortie? Nous en parlons maintenant avec nos amis sur ce plateau. Merci d'être avec nous. Le Grand Talk démarre maintenant. C'est toujours un plaisir renouvelé pour nous que d'être en votre compagnie. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Ce soir encore, Daouda Coulibaly est avec nous. Bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir là. à tous. Et j'aimerais juste profiter pour saluer une communauté. Ce n'est pas une personne, une communauté. C'est la communauté du divin amour, une communauté chrétienne catholique. Je ne sais pas pourquoi, mais... Vous sentez poussé, n'est-ce pas? Voilà, donc du coup, l'idée m'est venue comme ça de les saluer. Donc, je salue toute la famille de la communauté du divin amour. Voilà. Merci Daouda. Barry, docteur Barry, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir chers amis, bonsoir chez vous. Herman Avoua, bonsoir, merci d'être là. Bonsoir Christelle, je remercie Daouda. Peut-être qu'il est en train de faire une autre conversion spirituelle. Ça n'a rien à voir. Sarah Wadili, bonsoir, merci d'être là. Ndiaye, merci d'être là, Sarah. Bonsoir Christelle, merci beaucoup et bonsoir chez vous. Alors, le décret de sortie des États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé indique que les États-Unis se retirent en raison de la mauvaise gestion par l'organisation de la pandémie de la Covid-19 qui s'est déclarée donc à Wuhan en Chine et d'autres crises sanitaires mondiales, de son incapacité bien sûr de l'organisation à adopter des réformes nécessaires de toute urgence et à faire preuve d'indépendance par rapport à l'influence politique inappropriée des États membres de l'OMS. Si vous venez à peine de nous prendre en marche, bonsoir et bienvenue. Nous essayons ici sur ce plateau de comprendre les raisons profondes de la sortie des États-Unis de l'OMS, mais surtout la conséquence pour l'Afrique, implications et responsabilités des États africains. Herman Avoua, avons-nous d'autres raisons pour lesquelles le président américain a signé donc ce décret parmi tant d'autres lors de sa prise de fonction? Bon, les raisons, il faut remonter jusqu'en 2020, parce que la première tentative pour Donald Trump de faire retirer les États-Unis de l'OMS, ça remonte à son premier magistère. Donc, en ce moment-là, il invoquait déjà certaines raisons, entre autres celles que vous avez énumérées, notamment la gestion de la pandémie de la Covid-19, qu'il a estimé qui était mal gérée par l'organisation. Il a parlé également de la réforme profonde qui devait être initiée pour l'OMS, et surtout que les critiques, notamment des États-Unis, qui est le principal contributeur, qu'on le sait, à hauteur de près de 15% de tout ce que les pays contribuent. Il y a aussi, Donald Trump estime qu'il y a un certain favoritisme à l'égard de la Chine. Effectivement, quand on regarde la puissance capitaliste, enfin, en termes de la puissance financière qui est aujourd'hui la Chine, et que les États-Unis sont aujourd'hui à 500 millions de dollars de contribution par an, en prenant bien les cotisations fixes comme les cotisations volontaires, à 500 millions de dollars, pendant que la Chine, selon nos informations, est à 39 millions de dollars. Donc, ce qui fait que les États-Unis, Donald Trump estime que les États-Unis, aujourd'hui, portent beaucoup les problèmes du monde en termes de santé, pendant qu'eux aussi, ils ont leurs urgences. Et finalement, il y a le problème structurel de l'OMS. Vous savez, l'organisation, Donald Trump estime que tel que c'est conduit actuellement, il faut vraiment que c'est influencé par des considérations politiques. Il faudrait qu'on fasse ces problèmes structurels soient réglés. Mais l'un mis dans l'autre, vous savez bien, je parlais tout à l'heure des contributions fixes et des contributions involontaires. Oui. C'est que dans le schéma de contribution pour l'OMS, certains pays, en fonction de leur taille économique et autres, contribuent. Il y a des sommes fixes que ces pays doivent cotiser. Donc, les États-Unis, jusqu'en 2020,
cotisait, par exemple, de l'ordre de 120 à 130 millions de dollars par an, ce qui représente 70 milliards de francs CFA. Mais à côté de cela, les États-Unis appuient des initiatives en termes de santé, notamment la lutte contre le VIH-Sida, les campagnes de vaccination sur la rougeole et autres. Donc, ce qui est évalué à 251 milliards de francs CFA chaque année. Bon, c'est tout cela que Donald Trump, avec ce décret qu'il signe, il vient suspendre pour déjà 3 mois le temps d'évaluer tout l'impact de cette financier, mais est-ce que les États-Unis doivent pouvoir continuer sans que ces questions soulevées là ne soient résolues? Alors, chers amis téléspectateurs, mesdames, messieurs, sur ce plateau, l'Union africaine s'est dit consternée par le retrait américain de l'OMS. Avant de passer à Sarah Herman, combien pèse justement la contribution de l'Union africaine au niveau de l'OMS? La contribution de l'Union africaine... Pourquoi vous riez? Ça fait un peu rire. Ah bon? On parlait de 15% déjà pour les États-Unis tout à l'heure. Oui. Tous les pays africains réunis, c'est de l'ordre de 1 à 2%. Ce qui est insignifiant. Et d'ailleurs, même les pays les plus contributeurs dans ces pays africains, c'est le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Égypte, qui sont au peloton de tête. Donc, je veux dire que c'est vraiment insignifiant. Donc, vous comprenez bien pourquoi l'Union africaine est consternée. Mais moi, en même temps, pour donner une certaine critique, c'est le lieu pour les États africains d'être responsables de leur politique sanitaire et ne pas attendre forcément l'aide étrangère, l'aide internationale pour pouvoir penser leur politique. On reviendra à vous justement sur votre analyse. Écoutons, Sarah Herman a posé le plat, j'ai donné des raisons, il en a rajouté le montant de la contribution de l'Union africaine. Est-ce que c'était prévisible déjà qu'il s'est retiré une fois? On devrait s'y attendre. Sommes-nous préparés justement en tant qu'Africains à la sortie des États-Unis et toute leur contribution pour nos États africains? Alors, il fallait s'y attendre, ça c'est clair, ça c'est sûr. Donald Trump n'est pas du tout favorable à l'aide au développement, à ce que les Américains contribuent via leurs taxes, etc., à des programmes et des initiatives de développement, et l'OMS en font partie. Via leurs taxes. Mais il faut savoir que, comme l'a mentionné rapidement Herman tout à l'heure, la contribution au niveau de l'OMS, elle se fait via 2 canaux. Il y a des contributions qui sont obligatoires et qui sont en fonction du PIB du pays. Il y a des contributions qui sont volontaires, donc c'est des citoyens qui décident d'investir de par eux-mêmes dans des initiatives de programmes de santé. Et ça, c'est la majorité, c'est 80%. Donc après qu'on ait dit ça, Donald Trump, effectivement, comme le soulignait tout à l'heure Herman, pendant son premier mandat, il a souhaité sortir de l'OMS, avant même qu'il y ait les dégâts du Covid. Donc dire que le Covid a été mal géré, la pandémie, etc., ce n'est pas vraiment la véritable raison. La véritable raison, c'est que ce genre de contribution, dans ce genre d'organisation, il n'en veut plus. Maintenant, est-ce que c'est pourquoi nous... alors, on a une petite contribution sur le continent africain, mais c'est parce qu'on en bénéficie majoritairement. C'est cela. Alors, la question, c'est est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Moi, j'ai deux analyses sur ce sujet. Pour bien comprendre, toutes les taxes que les Américains paient, justement, contribuent en grande partie... Non, pardon, ils contribuent en petite partie, quand on parle juste de l'OMS. De l'OMS, bien sûr, je parle de l'OMS. Les contributions volontaires, elles sont majoritaires. Donc, ce n'est pas des taxes, c'est des donations. Non, des citoyens hors donation, là, on parle des taxes. Hors donation, on est autour de 20%. Comme le disait tout à l'heure Herman, habituellement, le budget est autour de 500 millions, donc c'est 15% du budget. Mais en 2024-2025, donc la dernière année, le budget est de plus de 950 millions. Donc c'était important. On peut comprendre pourquoi l'Union africaine n'est pas contente, parce qu'il y a plusieurs initiatives conjointes. Elle est consternée, l'Union africaine. Elle est consternée parce qu'il y a beaucoup d'initiatives conjointes qui sont en plein développement sur plein de politiques sanitaires. Maintenant, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? J'ai envie de dire, c'est une très mauvaise chose sur le court terme, parce qu'il y a beaucoup d'aides qui va nous passer sous le nez, sachant qu'il y a des programmes qui sont déjà en cours. Sur le long terme, je trouve que c'est une très bonne chose, une très bonne opportunité. Pourquoi? Parce que ça va nous forcer à repenser notre modèle, à repenser... Quand vous dites nous, c'est l'Afrique. Oui, quand je dis nous, c'est l'Afrique. Voilà, j'inclus, je suis partie du Maroc et du continent. Repenser nos sources de financement. Je m'explique un peu plus. Aujourd'hui, effectivement, le retrait, donc sur le court terme, l'impact, je pense, sera assez négatif. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de programmes de lutte contre des maladies infectieuses, de programmes contre les épidémies. Et l'Afrique dépend fortement de l'OMS, c'est une chose.
Donc, moins de financement égale moins de capacité d'intervention rapide. Maintenant, pour le long terme, et c'est pour ça que je ne suis pas inquiète, et je trouve qu'au contraire, c'est une bonne chose pour nous, c'est qu'à terme, on va se forcer, les pays, au niveau de chaque pays, à allouer un budget beaucoup plus important pour le secteur de la santé. Parce qu'aujourd'hui, le budget alloué à la santé et à la recherche est trop bas. On ne peut pas continuer d'importer nos médicaments, nos vaccins, des médicaments qui sont stratégiques comme le paracétamol, etc. On devrait être en mesure de produire nos propres médicaments, ceux qui sont stratégiques, et nos vaccins. Ouais. Le Sénégal et l'Afrique du Sud ont montré que c'était possible pendant la pandémie. On peut le faire. Maintenant, ce qui est encore une aubaine pour nous, j'ai envie de dire, c'est qu'on va pouvoir recentrer, puisque ce sera notre budget, les recherches sur des maladies qui sont prioritaires en Afrique. Les maladies contre lesquelles on devrait lutter prioritairement. Je parle du paludisme, la drépanocytose. Récemment, la dengue est de plus en plus répandue. On a la tuberculose, etc. Le Covid, certes, on en a beaucoup parlé et il a fait énormément de victimes en 5 ans. Et justement, on va réagir avec lui. Le palu, quand on regarde l'impact cumulé à long terme, il est beaucoup plus dévastateur que le Covid ne l'a été. Donc, en conclusion, je pense que c'est une bonne chose qu'on va réévaluer notre dépendance à l'aide internationale. Nous n'avons pas besoin d'aide internationale dans les secteurs stratégiques tels que la santé. Enfin, oui, sur le court terme, on en a besoin, mais ce retrait va nous permettre de repenser notre manière de fonctionner, comment on peut allouer des ressources financières. Très bien, Sarah. Donc voilà, c'est une bonne chose. Alors, Daouda, vous avez écouté Sarah et Herman. On a le point de la contribution africaine au niveau de l'OMS, 1 à 2%. J'aimerais qu'on revienne un peu avec vous sur le point de la mauvaise gestion. Est-ce que vous auriez une idée quand il dit, par exemple, que la Covid a été mal gérée, raison pour laquelle il se retire? On pourrait penser à quoi, Daouda? Et puis votre point. Bon, je pense que quand le président, le 47e président parle de mauvaise gestion de la Covid, je pense que c'est... Pour moi, en fait, c'est une raison, c'est un prétexte qu'il trouve. Parce qu'à la vérité, avant même la Covid, lui-même, il avait montré sa volonté manifeste de sortir. Et même au-delà même de la Covid, il y a d'autres traités dans lesquels il devait sortir. Il voulait sortir de l'OTAN, il voulait sortir de beaucoup de choses. Donc, prendre la Covid comme l'un des prétextes, franchement, pour moi, ça ne tient pas. Très bien. Mais pour revenir à la consternation de l'Union africaine, oui, l'Union africaine a véritablement raison d'être consternée parce que le retrait des États-Unis de l'OMS constitue un coup dur pour la coordination de l'efficacité et aux réponses à la réponse mondiale à certaines pandémies. Première chose. Les États-Unis, c'est historiquement, pratiquement, comme elle l'a dit, 15% du budget de l'OMS. Et donc, forcément, ça va venir priver en fait, l'OMS du financement de programmes comme la distribution de vaccins, la gestion des crises sanitaires et puis la surveillance épidémiologique. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Et en plus de cela, les États-Unis sont membres fondateurs de l'OMS. Et ça, ils sont des acteurs influents. Quand j'ai fini de dire tout ça, le fond du problème, parce qu'au-delà, je pense que Donald Trump a utilisé la Covid comme un des prétextes, mais je pense que le prétexte le plus important, c'est un prétexte géopolitique et géostratégique. C'est-à-dire ? Parce que dans le fond, c'est la rivalité sino-américaine qui est en train de s'exprimer dans toute sa splendeur. Ces dernières années, en fait, la Chine a intensifié sa participation à des organisations internationales, dont l'OMS. Et donc, elle a commencé à financer à outrance, en fait. C'est vrai qu'on parle de 39 millions de dollars. Oui, millions de dollars. Voilà. Donc, du coup, c'est bas, mais avant, ce n'est pas quelque chose qu'ils faisaient. C'est maintenant qu'ils ont commencé à s'y mettre véritablement. Et au niveau de l'OMS, ils ont commencé à placer certains de leurs hommes clés à des postes stratégiques. Vous parlez de la Chine, là? Oui, je parle de la Chine. Ils ont placé leurs hommes à des postes clés. Donc forcément, l'influence de la Chine aujourd'hui, face à l'influence des États-Unis, qui est en train plus ou moins de s'effriter. Et donc, pour moi, il y a une stratégie qui permet à la Chine d'influencer les décisions et de promouvoir sa vision. Une vision qui est différente de celle des États-Unis. De mon point de vue, j'estime que quand Donald Trump se retire, en réalité, il est en train de faire le lit de la Chine. De la Chine. Parce que, on dira, moi, je suis parfaitement en accord avec lui. Hein. C'est les Américains qui ont voté pour Donald Trump. Ce n'est pas le monde entier qui a voté pour Donald Trump. Il a dit American first. Donc,
s'il estime que c'est les Américains actuellement, il a 4 ans de mandat. Mais pendant tes 4 ans où il y a une forme de repli, moi je le comprends, j'avoue, parce que je suis mitigé sur la question en fait. Je comprends sa position, mais 4 ans après, quand une nouvelle administration va venir, qu'est-ce que tu vas faire en termes d'influence au niveau mondial? C'est de ça aussi qu'il s'agit. Maintenant, le dernier point sur lequel j'aimerais m'appesantir, moi, j'aime toujours le dire, à quelque chose, malheur est bon. Comme le disait Sarah. Oui, à quelque chose, malheur est bon. Pourquoi ce malheur Parce que est bon, le fait que, qu'on appelle ça, les États-Unis se retirent aujourd'hui ils retirent leur financement de l'OMS, mais ça va pousser nos dirigeants à avoir une vision plus globale de la question de la santé. Ils ne l'avaient pas auparavant? Christelle, vous allez m'excuser, mais on a longtemps été abreuvé à l'assistanat, en fait. Chaque fois, pour le sida, on nous envoie quelque chose. Pour le palu, on nous envoie quelque chose. Pour la fièvre typhoïde, on nous envoie quelque chose. Je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde la situation en Côte d'Ivoire, regardez le cas de l'assurance, de la couverture maladie universelle. Dans le panier des soins, les soins qui sont pris en compte par cette assurance, mais ce sont des maladies que nous avons l'habitude d'avoir. C'est-à-dire, Daouda, pourquoi ce point? Je fais ce point parce que, à la vérité, ça doit pousser nos États à mettre de l'argent dans le financement, de sorte que les maladies que nous avons l'habitude d'avoir, il faut faire des recherches pour avoir des vaccins, il faut faire des recherches pour avoir des sérums. Et non pas compter sur l'extérieur. Mais on ne peut pas passer notre vie à compter sur l'extérieur. Parce que, je vais citer un politicien, Charles Blé Goudé, qui dit « La main qui donne, c'est la main qui ordonne ». Donc, si les États-Unis ont l'habitude de donner, aujourd'hui, ils ont coupé, l'Union africaine est consternée. Demain, si la Chine dit elle ne donne plus, qu'allons-nous faire? Si la France dit elle ne donne plus, est-ce que ça pousserait les États africains justement à augmenter leur participation au niveau de l'organisation? Moi, je veux dire, ce n'est pas une question d'augmenter sa participation, c'est une question... Je pense qu'il y a des fonds qui existent. C'est de commencer à avoir une vision claire et nette pour dire aux gens, aujourd'hui, voici la situation qu'elle a, voici ce que chacun peut-être doit cotiser, tout et tout, pour qu'on puisse arriver à tel niveau, à tel niveau, à tel niveau. Très bien. Moi, je suis toujours blasé de voir que pour un mal des dents, des gens vont se retrouver en France pour juste arracher une dent. On le fait ici à Abidjan. Hein? Oui, mais justement, c'est pour cette raison que je veux pouvoir aller à Ashma, à l'hôpital militaire d'Abidjan, croiser le ministre de la Santé, se faire arracher la dent là-bas. Pour ça, on ne sait rien de son agenda. Bon, voilà. De soins mais aussi. pour une chose est sûre, pour nos dirigeants qui sont en Afrique, je ne vais pas de ceux de la Côte d'Ivoire, généralement, ils aiment aller se soigner en France, en Italie, à la Pitié-Salpêtrière. Il faut que ça s'arrête. Mettez de l'argent dans nos hôpitaux pour que les Ivoiriens aient le même niveau de soins qu'eux. Voilà. Barry, alors on parle de... c'est une bonne chose, votre point. Et puis, revenir un peu sur l'Afrique. Est-ce que l'Afrique, aujourd'hui, est prête à faire face, justement? C'est vrai que l'Union africaine se dit consternée par le retrait, mais en même temps, sommes-nous prêts à prendre en compte, justement, les soins de nos populations par nous-mêmes, enfin, Barry? D'accord, merci Christelle. Avant de venir au point sur l'Afrique, je voudrais d'abord donner quelques précisions concernant le président Donald Trump. Oui. Il faut noter que le président Trump est un président qui ne croit pas à la notion d'alliance. Et sa posture politique le prouve depuis son premier mandat. Ce n'est pas un mondialiste comme le président Biden et comme d'autres présidents américains. C'est un isolationniste. Il s'inspire de la doctrine de James Monroe. James Monroe, c'est le 5e président des États-Unis. Oui. À l'époque, Monroe, pour bloquer l'impérialisme européen, avait adopté ce qu'on appelait la doctrine Monroe plus tard. C'est-à-dire que les États-Unis ne se mêleraient pas de ce qui se passait en Europe et que les pays européens, notamment la France et le Royaume-Uni, n'allaient pas se mêler de ce qui se passe dans les Amériques. Parce que pour Monroe, l'espace américain, là, qu'il soit latino, qu'il soit centra-américain ou qu'il soit du Nord, c'est l'espace dans lequel doit s'exercer l'influence américaine. Quand je dis ça, je reviens à une chose. Le président Trump, il s'inspire de ce modèle-là et il ne l'a pas caché. C'est un président du discours. Aujourd'hui, il passe du discours aux actions. Il a il a signé des décrets. S'agissant par exemple de l'OMS, c'est quelqu'un qui parle, qui veut ramener l'Amérique aux Américains, qui veut donner plus d'autonomie
à ses Ramener concitoyens. la grandeur des États-Unis au Justement, total. quand on sait qu'aux États-Unis, le système de santé américain, ce n'est pas quand même le modèle idéal. Quand on sait ce que couvrait par exemple l'Obamacare et autres. Donc aux États-Unis, ce n'est pas tous les citoyens qui ont accès aux soins. Les pauvres sont marginalisés. Donc Donald Trump certainement se dit qu'au lieu de se disperser avec l'OMS en griffe, il faut recentrer le financement de l'OMS aux citoyens américains pour qu'on améliore le cadre de vie. Maintenant, l'OMS, l'ONU, la FAO, le PNUD, ce sont des organisations qui ont été créées dans un contexte bien précis. C'est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, gagnée par les puissances occidentales, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et l'Union soviétique de l'époque. Donc ils ont bâti un champ de coopération internationale selon leurs intérêts et selon leurs zones d'influence. Selon les réalités de l'époque. Selon les réalités de l'époque. C'est à partir de là que la domination américaine sur le monde a commencé. C'est une domination qui date aujourd'hui de 80 ans. Aujourd'hui, les grandes puissances sont à bout de souffle parce que d'autres puissances qui étaient en griffe de petits pays hier, l'Inde a eu son indépendance en 1947. On a les BRICS aujourd'hui. L'Inde est dans le top 10 des économies mondiales. La Corée du Sud n'existait pas en 1947. Aujourd'hui, c'est l'une des économies les plus fortes. Donc, quand vous prenez l'exemple de l'Inde ou de la Corée du Sud, que le président Trump sorte de l'OMS ou non, je pense qu'ils n'en ont rien à cirer parce qu'ils ont une autonomie sur le plan sanitaire, ils ont une autonomie sur le plan économique. Donc, ils arrivent du moins à soigner leur population. Maintenant, partant de ça, je dis que pour l'Afrique, comme Sarah l'a dit, sur le court terme, ça va bousculer beaucoup de choses parce qu'en 2025, il y a certainement les États qui n'avaient pas anticipé le fait que le président Trump puisse sortir. Mais sur le long terme, il faut saisir la balle au rebond. C'est une opportunité. Un problème, il faut toujours le percevoir sous le prisme de l'opportunité. C'est pragmatique. Et l'Union africaine n'a plus le droit de pleurer. Parce que ce sont des jérémiades que les gens... Non, ils disent qu'ils sont concernés. L'Union africaine dit qu'ils se sont consternés, bien sûr. Des pleurs. Vous pensez que Donald Trump, ça lui fait chaud ou froid? Vous pensez que le président Xi Jinping, que M. Mamad Faki pleure, ça lui fait de l'effet? Mais il ne pleure pas, Barry. Il dit que l'Union africaine est consternée. Bon, c'est en griffe. Voilà. On va prendre ça comme une figure de style, tout à fait. Donc, il se plaint. Ça n'engage que lui. Les gens, ils ont des millions de citoyens à soigner. Donc, c'est à nous aujourd'hui, États africains, de nous asseoir pour prendre ce problème-là comme une opportunité. On a des problèmes. La recherche, qu'est-ce qu'on en fait? Quel budget on alloue à la recherche dans nos États? La recherche, c'est la clé du développement. Vous ne faites pas la recherche, vous êtes complètement en décalage avec les enjeux du développement. Très bien, Barry. L'éducation, la santé, l'agriculture. Pourquoi des Africains meurent de faim au XXIe siècle? Ce n'est pas normal. Donc, au lieu de se plaindre, au lieu de faire des jérémiades, il faut passer à la réflexion stratégique. Qu'est-ce qu'on veut en 2060 pour l'Afrique? Qu'est-ce qu'on veut en 2100? C'est comme ça que les grands hommes pensent. Les grands hommes ne pleurent pas. On ne pleure pas. On écoute Herman. Au-delà de tout ce qu'on a, Barry a fait un exposé intéressant. Je ne pense pas que l'Union africaine soit en train de pleurer, mais en même temps, les faits sont là, ils se retirent. On est à 1 à 2%, Herman, de contribution. Il faut bien réagir. Il y a des programmes en cours, assurément, qui ne seront plus visités. Comment est-ce que nous réagissons, justement, in fine? Moi, je pense, ils ont déjà dit, ça ne sert à rien de pleurer. Même si tu estimes que ce sont c'est une figure... Voilà, allons-y. Il pleure parce qu'il a besoin, il a toujours eu à faire de l'aide internationale. Aujourd'hui, il y aura un déficit budgétaire dans leur politique de santé, ces pays africains-là. C'est un manque à gagner. C'est à eux maintenant de repenser leur politique de santé. Comment on repense? On repense la politique de santé. Tout à l'heure, Barry a dit qu'il faut allouer un budget à la recherche. Et quand je parle de recherche, je ne mets pas en marge l'industrie pharmaceutique. Claire. Aujourd'hui, on est dépendant. Regardons les pays africains. La plupart des pays francophones qu'on maîtrise bien, on dépend des noms de d'autres médicaments qui viennent d'ailleurs. Je pense bien que nos parents, dans nos villages, ils prennent des plantes, tout ça pour soigner du palu. C'est à nos pharmaciens qui sont allés à l'école pour être formés, pour être pharmaciens. Développer la phytothérapie. Pour essayer de trouver des formules pour pouvoir nous créer aussi des médicaments qui vont vendre dans leur officine et ne pas rester à des vendeurs de bonbons. Ce pas des vendeurs de bonbons, occidentaux.
Je veux dire que c'est le maintenant, c'est de ça qu'on parle. Il faut développer notre industrie pharmaceutique. Parce que, mine de rien, l'aide que les gens nous apportent, c'est parce que les gens ont les moyens. Mais les mêmes personnes, tout à l'heure, Barry a dit, il y a des défis, des challenges au niveau, en termes de prendre en charge les soins des Américains. Pourquoi est-ce que vous voulez qu'ils gaspillent autant d'argent pour des pays qui aussi qui ont leur priorité et qui doivent pouvoir s'en charger, qui ont des chefs d'État, des gouvernants qui doivent pouvoir régler ces problèmes. Il faudrait qu'on voit effectivement que les Africains doivent pouvoir aujourd'hui s'asseoir. Parce que dans certains pays, ça a déjà commencé. Vous partez au Ghana, les officines des pharmaciens, souvent, c'est des labels de médicaments Made in Ghana qui y sont. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas en Côte d'Ivoire? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire plein de choses? Aujourd'hui, on voit même que, pour terminer avec ça, lorsqu'on prend les cas pour aller dans les villes à l'intérieur du pays, on voit comment on les appelle, des tradis praticiens qui vendent même, qui proposent des médicaments qu'eux-mêmes ils ont conçus et autres. Oh non, eux qui ne sont pas allés forcément à l'école. Pas ça, Herman. Vous parlez là des personnes là qui vendent des espèces de médicaments. Mais souvent, c'est parce que ça soigne les gens que les gens continuent de passer. Laissez-moi terminer. Ça veut dire que lorsqu'on va financer la recherche, on peut aller regarder dans ce produit que c'est en ceux que vous prenez des profanes en matière de santé, en matière de pharmacie. Vous regardez ces produits-là, ce qui est bon, par exemple, dans tous les cas, il y a des substances de renforcement qui sont des substances qui sont efficaces. Je vais écouter Daouda, Sarah. Alors, la science, quand même, c'est une science, la médecine, c'est une science exacte. Et voilà, c'est pas... Bon, ces personnes, on ne va pas justement leur jeter la pierre, hein, mais est-ce qu'on peut se fier à ça? Bon, c'est un exemple qu'il a eu à prendre. Mais au total, il s'agit là rapidement de trouver des solutions pour les États africains. En fait, ce que j'aimerais dire à mon frère Herman, c'est que ce qu'il doit savoir, c'est que récemment, j'ai été souffrant, très souffrant, parce que j'utilisais des médicaments traditionnels, la phyto. Finalement, quand je suis allé à l'hôpital, je suis allé à l'hôpital, c'est ce que le médecin m'a dit. Non. Mon foie avait commencé à être atteint. Donc j'étais obligé, le médecin m'a dit, tu m'arrêtes ça très rapidement. Parce que vous n'avez pas pris de dosage, il n'y avait pas de dosage. Parce que justement, il n'y a aucun dosage, ce n'est pas maîtrisé, tout et tout. C'est pour ça que non. Il termine, et puis... Mais je pense que tout ce qui est médicaments traditionnels, il est important aussi que, comme nous tous on l'a dit sur ce plateau-là, il faut mettre de l'argent pour qu'il y ait de la recherche, de sorte à ce qu'on puisse avoir un bon dosage. Sinon, ceux qui sont dans les voitures, si tu continues à prendre ça, on risque de... Je n'ai pas dit de prendre, j'ai dit qu'il faut aller regarder ces produits-là. La recherche peut aider à regarder ces produits-là et puis essayer de les capitaliser. Sinon, c'est assez dangereux. Mais Christelle, très rapidement pour finir, puis donner la parole à Sarah. Sarah, je pense en toute honnêteté que nos États doivent dégager des fonds très rapidement pour la recherche. Nous sommes dans l'urgence là. On est dans l'urgence. Parce que, ne l'oubliez pas, Donald J. Trump, il est là pour 4 ans. Pendant 4 ans, qu'allons-nous faire? On ne pleure pas. Voilà. Bon, écoutons Sarah. Alors, rapidement, l'urgence, c'est de pouvoir trouver des solutions maintenant pour les États africains. Après avoir dit que l'Union africaine est consternée, quels devraient être les steps, les pas que l'Union africaine devrait prendre? Non, très bonne. En fait, effectivement, pour recentrer le débat là, par rapport à ce qui se passe à l'OMS, il faut absolument qu'on ait des budgets conséquents dans le secteur de la santé pour la recherche, pour créer nos propres médicaments, nos vaccins également. On est en mesure de le faire, on l'a déjà fait. Maintenant, un prochain pas, et une chose qui est quand même très importante aussi, c'est en cas d'épidémie. On devrait être en mesure de coopérer de manière très rapide avec nos pays voisins. Ah, très bien. Parce que l'épidémie, c'est ça, dans l'espace... Oui, absolument. On est obligé, enfin, l'épidémie ne regarde pas le parti politique, les problèmes politiques, à quelle organisation on appartient. Il est extrêmement important qu'on puisse être en mesure de définir des policies, des initiatives pour qu'en cas d'épidémie, on ait vraiment des règles bien définies pour agir très rapidement. Ebola n'attend pas. Ce genre de maladie, voilà, il faut vraiment montrer une coopération impeccable. Alors certes, le président américain a décidé ce qu'il a décidé pour son pays et il fait ce qu'il veut, protectionnisme ou pas. Aujourd'hui, il faut savoir, il n'y a pas très longtemps, on peut mettre ça peut-être rapidement en parallèle, il a annoncé 500 milliards. Vous savez, 500 millions, c'est rien à l'échelle des États-Unis. Un investissement de 500 milliards dans le développement de l'intelligence artificielle. C'est un budget colossal et évidemment, s'il y a des postes où il peut faire des économies, ils vont le faire. Donc oui, à nous de nous recentrer sur nos propres besoins, mais surtout de collaborer, coopérer ensemble pour définir les priorités. Le point de la coopération, Barry, est très important. Aujourd'hui, nous savons un peu ce qui se passe dans notre espace communautaire. Est-ce qu'il ne faudrait pas essayer rapidement de briser
les verrous de verre, aller franco, parler échange, parler coopération, et in fine, parler bien-être de nos peuples, en ne regardant pas AES, CEDEAO et tout cela pour nos dirigeants, Barry? Alors, la solution, je la situe à 3 niveaux pour moi. Il y a la dimension continentale, il y a la dimension sous-régionale et il y a la dimension endogène, interne au pays. S'agissant de la dimension continentale, Oui. je pense que tout à l'heure, j'ai tensé l'Union africaine, Oui, mais il y a quand même des acquis. c'est cela. Quand vous prenez la zone économique spéciale, quand vous prenez l'université panafricaine, Oui. justement, c'est le moment de créer une section recherche avec un budget conséquent. On peut le faire sans l'aide des grandes puissances. L'Afrique du Sud, l'Égypte, le Maroc, l'Algérie, ne serait-ce que 2% du PIB de chacun de ces pays-là. Si on alloue ça à une institution panafricaine de recherche, on a nos maladies qui ne sont pas forcément les mêmes maladies qu'on retrouve en Occident. Le palu, il tue plus que le sida. C'est une réalité sanitaire de nos États. On peut créer même un institut de recherche sur le paludisme, où on traite le paludisme. Herman, tout à l'heure, a évoqué les plantes. Mais il faut créer un cadre de dialogue entre les chercheurs et ces personnalités-là qui pensent... Les phytothérapeutes. Voilà, les phytothérapeutes qui pensent avoir un savoir. Le dialogue va permettre aux spécialistes de sciences d'analyser les produits que ces personnalités-là proposent et de les adapter aux critères scientifiques. S'agissant de la sous-région, la CEDEAO, le Nigeria, la Côte d'Ivoire et le Ghana, qui sont les 3 grandes économies qui coiffent vraiment le reste, parce que le Nigeria, lui seul, fait plus de 70% du PIB de la CEDEAO, peuvent se donner les mains, créer des centres régionaux entre les pays membres, déléguer des chercheurs de chaque pays, du Nigeria, du Ghana, du Sénégal, etc. Et on trouve les solutions. Maintenant, revenons au sens mais déjà au Nigeria, il y a eu un vaccin, il y a une très bonne avancée sur le vaccin contre la méningite au Nigeria. Tout à fait, c'est parce qu'il y a eu une volonté politique et des moyens ont été dégagés. Nous avons des chercheurs compétents en Afrique. Ce qui leur manque, c'est l'accompagnement, ce sont les financements. La recherche a un coût. Ceux qui font la recherche, ils savent. Souvent, quand on parle de certains millions de dollars alloués à la recherche, les gens pensent que c'est de l'amusement. Ce n'est pas de l'amusement, c'est très important pour un pays. Donc, dans le cas de la Côte d'Ivoire, il y a quand même des universitaires de renom en Côte d'Ivoire reconnus sur le plan international. Il faut trouver des voies et moyens et surtout allouer un budget pour que ces chercheurs-là, même s'ils sont à la retraite, il faut les faire revenir s'ils sont en capacité de travailler pour qu'on puisse bâtir un système de santé fiable, loin des gymnastiques d'un président futur américain ou français. Très bien. Alors, regardons le point des brevets. Il y en a qui créent. Il y a vraiment des chercheurs qui cherchent et qui trouvent. Tout à fait. Alors, lorsque le brevet, par exemple, n'est pas encore donné, on ne peut pas l'exploiter dans le pays, dans l'État. Justement, mais il faut accélérer toutes ces choses. Donné par l'OMS aussi. Non, mais l'OMS, je veux dire que l'OMS, c'est de la géopolitique, hein, ce n'est pas seulement la politique. Les grandes puissances, les brevets, là, ça se protège. C'est quelque chose de précieux. Le duel entre la Chine et les États-Unis en matière de brevets, si on vous dit l'historique est derrière, vous comprendrez que l'OMS n'est pas Mais comment l'Afrique, justement, arrive à se développer justement sur ce point? Nous avons des chercheurs, il faut créer une convention, peut-être une association d'académiciens qui va, un peu comme l'ASCAD, l'Académie des sciences qui réunit les savants de Côte d'Ivoire, des savants en sciences de la santé qui vont s'asseoir, qui vont analyser si le brevet, nous on ne cherche pas à vendre chez eux, hein. On vend ici, on se traite tranquillement. Oui, Herman et ensuite Daouda. Pour vous donner un exemple de ce que Barry illustrait tout à l'heure, c'est que aujourd'hui, la norme même de l'OMS, de l'Union africaine, elle dit que les États-là consacrent 15% de leur budget pour la politique de santé. Mais nos pays sont à 5 à 7%. Tout à l'heure, on a parlé de 600 et quelques milliards de francs CFA, le budget de la santé dans la Côte d'Ivoire, sur 15 000 milliards de francs CFA. Mais lorsqu'on parle de 15%, ça doit être au moins 1500, 1500, sinon 2000 milliards de francs CFA. Mais on n'en est pas là, on est à 600 milliards. Donc voilà, ces choses-là qui doivent changer. Il faut que nos États prennent conscience là et je pense que la décision du président américain va nous aider. Très bien, et on va observer un peu donc ce qui va se passer et les décisions qui seront prises tant au niveau de l'espace CEDEAO, au niveau de l'Union africaine, pour mettre ensemble, en commun, toutes ces synergies-là
à l'effet de donner aux populations africaines les meilleurs soins de santé. Messieurs, revenons en Côte d'Ivoire, allons à Bétier. Bétier, donc, à quelques kilomètres, on va dire 95 si je ne m'abuse, kilomètres d'Abengourou. Pourquoi? Parce que vous le savez, après l'incendie de la gendarmerie, un couvre-feu a été décrété qui finit normalement aujourd'hui, qui peut être reconduit en fonction justement de la sécurité dans la zone. Au total, après enquête, 51 personnes ont été arrêtées. Daouda, hier, vous en parliez, vous disiez qu'il fallait retrouver les auteurs et que ceux-ci subissent la force de la loi. On vous annonce 51 personnes arrêtées et transférées dans un camp de gendarmerie hier, mercredi 22 janvier 2025. Commentaire. C'est une très bonne nouvelle. Je pense que tous ceux qui ont pris part à ces manifestations-là, je pense qu'il y a la liste complète des individus qui ont été arrêtés. Je pense que l'âge varie de 20 jusqu'à 50 ans. Voilà. Ils sont tous majeurs, révolus. Donc, ils peuvent aller répondre devant la justice. Je veux dire, il faut que, à un certain moment, il faut qu'on apprenne à respecter les lois que nous nous sommes données nous-mêmes librement. On ne peut pas se permettre, parce qu'on est fâché, d'aller casser tout et n'importe quoi, pour la simple raison que nous sommes fâchés. Nous ne sommes pas dans un état anarchique. Il faut apprendre à se respecter. Et je pense que dans les jours à venir, sûrement, quand ils seront arrêtés, sûrement, je sais qu'ils sont déjà arrêtés, hein? Oui, je pense que ce n'est pas seulement que ces 50 personnes-là. Peut-être qu'il y en a d'autres. Mais je veux dire, après tout ça, ce qui va se passer, j'en appelle en fait aux autorités, les forces de sécurité, mais aussi au niveau des autorités au niveau local, de sorte à se mettre ensemble pour créer une forme de conciliation pour qu'ils puissent se parler. Parce qu'il faut qu'il y ait une gendarmerie ou même une police de proximité. C'est clair. Et aussi voir comment on reconstruit la gendarmerie brûlée. Hein. Bien sûr. Barry, votre point de vue là-dessus? Bon, écoutez, on a plus d'informations ici avec le tribunal qui a communiqué sur le nombre de personnes arrêtées. Le procureur de la République. Le procureur surtout. Nous de première instance d'Abengourou. Il faut que les autorités prennent leurs responsabilités parce que cette action-là ne doit plus se reproduire dans aucune des localités de Côte d'Ivoire. Et pour le moment, je pense qu'il faut aussi accorder le bénéfice de la présomption d'innocence à un certain nombre de personnes parce qu'on n'est pas au bout de la procédure. Parce que dans une opération de ratissage, on peut vous appréhender et souvent, vous étiez là par hasard, vous n'êtes pas parmi le groupe qui a agi. Donc, il faut le respect des droits de l'homme s'agissant du traitement du dossier. Donc, il faut aussi continuer la sensibilisation parce que l'éducation citoyenne, c'est au quotidien. On ne fait pas ça durant une période. Très bien. Sarah, commentaire. Je suis tout à fait d'accord avec Barry sur beaucoup de points, mais aussi Daouda. S'attaquer à une gendarmerie, la brûler, voir les images était particulièrement choquant. Pour une fois, je pense que sur ce plateau, on est tous d'accord pour condamner cet acte. D'autant plus qu'il s'agit de gendarmes. Donc la gendarmerie, je le rappelle, les gendarmes sont des militaires. La police relève du cadre civil. Ils répondent au ministère de l'Intérieur. Mais les gendarmes, eux, sont des membres des forces armées. Donc la symbolique de s'attaquer à eux derrière est vraiment très forte. On s'attaque aussi, en quelque sorte, à la souveraineté du pays, à la puissance de l'État. Enfin, il y a énormément de symboles derrière. C'est très choquant. Et donc on attend forcément une réponse judiciaire proportionnelle et juste. J'ai quand même envie de préciser qu'il est quand même primordial dans cette affaire en particulier d'essayer d'identifier, de comprendre, du moins, de comprendre les causes de cet acte. Donc pas se lever comme ça et brûler une gendarmerie. Alors je ne cherche absolument pas à justifier ni trouver des excuses. Causes, hein. Voilà, mais il serait bien de vraiment identifier le problème à la source pour faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Dans l'optique que ça ne se reproduise plus, ni dans cette communauté, dans cette localité, ni ailleurs dans le pays. Et pour terminer, je pense qu'il est extrêmement important, une fois que les personnes qui auront été arrêtées, condamnées, punies, etc., de restaurer la confiance. De restaurer la confiance avec les populations locales, avec les citoyens de cette ville, et restaurer un dialogue avec toute la population pour l'apaisement. On rentre dans une année électorale et ces photos, ces événements nous rappellent de très mauvais souvenirs. C'est clair, c'est clair. J'aime bien votre chute, Sarah. Herman, commentaire sur justement ces 51 personnes arrêtées après l'incendie de la gendarmerie de Bétier. On disait qu'il n'y avait pas de mineurs. Je lis ici, Savadogo Lamine, 14 ans,
puis Cotonou, Yao Fidèle, 15 ans. J'espère que... Comme Barry l'a dit, assurément dans les enquêtes, Voilà, on va voir on leurs tiendra voilà, Et différentes responsabilités. Comme Barry l'a dit, aujourd'hui, d'abord, je salue la réaction spontanée, prompte de nos forces de défense et de sécurité qui ont pu mettre la main sur des suspects, j'imagine. J'espère que les interpellations se sont faites dans le respect des droits de toutes les personnes appréhendées, parce que souvent, les gens ne respectent pas forcément les codes de procédure pénale en matière d'arrestation de personnes suspectes. J'espère que ça s'est fait ainsi. Et comme on dit, il faut continuer la sensibilisation. Il faut, à ces 51 personnes-là, appliquer un procès, des enquêtes équitables, une justice équitable, pour ne pas qu'on ait appréhendé des personnes comme dans une rafle et qu'on les ait mises dans ce qui n'ont pas forcément, ces personnes-là n'ont pas forcément commis comme acte de vandalisme. Très bien. Alors, Barry, avec vous, pour ne plus que ce genre de choses se reproduisent, tant à Béthié comme à d'autres régions de Côte d'Ivoire, Sarah parlait de créer une communauté forte, une relation forte avec les autorités locales. Sarah également a proposé donc des solutions. Vous, ce sera quoi la solution ou les solutions, rapidement, en une minute, pour éviter que ce genre de choses... À l'état-major général des armées, il y a un bureau qu'on appelle ACM, Action Civilo-Militaire. Oui. Je pense qu'on a plus que jamais besoin de ce service-là. Oui. On avait vu hier à Béthié, il y a justement un cadre de dialogue civilo-militaire qui existe. Donc, il faut le renforcer. Il faut surtout impliquer les chefs traditionnels et les chefs religieux, parce qu'ils ont une grande influence que souvent, ni le préfet, ni le maire n'ont. C'est clair. Donc, il faut les mettre au cœur du dispositif. Très bien. Daouda, rapidement. Très rapidement, ce que j'aimerais dire pour chuter dessus, c'est qu'il serait bien, comment on appelle ça, les associations des cadres de la région. Les mutuelles de développement. Les mutuelles de développement. Je pense que les cadres de Béthié, c'est le lieu aussi pour faire pardonner cet affront à l'État. C'est de faire en sorte qu'on puisse reconstruire cette gendarmerie avec les fonds. Donc que la mutuelle puisse reconstruire la gendarmerie, oui. C'est très important. Parce que ça va contribuer aussi à l'instauration de la paix sociale. Parce que après cela, on pourra organiser un match de football entre les gendarmes et les civils. Parce que le cas s'est présenté chez moi au dîner. Vous vous rappelez le fameux cas où les Chinois et les Odineka, les gens se sont moqués un peu de nous. Mais après, tout est rentré dans l'ordre. Après un match de football, c'était très bien. Voilà. Très bien. Et là-bas, vous êtes d'Odjéné, vous êtes cadre d'Odjéné, vous avez contribué. Non, il n'y avait rien de cassé. Donc, il serait frappé plutôt. Non, arrête. Très bien, très bien. En seconde partie, nous parlerons justement des nouveaux fonctionnaires qui sont invités à l'exemplarité et la nouvelle force de 5000 soldats mise sur pied par l'AES. À tout de suite. Merci d'être avec nous pour la seconde partie de ce temps d'antenne. Nous sommes encore là avec Barry, Daouda, Herman et Sarah. Nous allons juste observer 2 sujets et on terminera cette émission. Le premier, écoutez, c'était donc la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration ivoirienne, Anne-Désirée Ouloto, qui appelait les nouveaux fonctionnaires à l'engagement responsable, à leur engagement responsable vis-à-vis de l'État de Côte d'Ivoire. Et ceux-ci sont issus des concours administratifs organisés par la fonction publique au titre de l'année 2023. C'était donc au cours de la cérémonie de remise de leur attestation de fin de formation aux auditeurs de ce programme. Daouda, Koulibaly, réaction. C'est toujours bon que la ministre d'État puisse à chaque fois motiver les fonctionnaires à l'effet de donner le meilleur d'eux-mêmes pour la Côte d'Ivoire. Oui, effectivement, Christelle, depuis sa prise de fonction, c'est elle-même qui organise et qui participe comment on appelle ça, à la remise d'attestation. C'est une cérémonie qui illustre en fait l'engagement du gouvernement à transformer l'administration publique à travers la promotion de fonctionnaires nouveaux. Le deuxième point, c'est que la ministre d'État, ministre de la fonction publique, Mme Anne-Désirée Ouloto, fidèle à sa vision, a mis l'accent sur l'exemplarité et l'engagement des fonctionnaires pour répondre aux attentes des usagers clients, c'est-à-dire tous ceux qui utilisent les services de l'administration publique. C'est cela. Et le taux de réussite de cette année était de 97,75%. Quand je parle de taux, c'est-à-dire que ils étaient autour de un peu plus de 6800. Oui. Il y a à peine 200 qui n'ont pas suivi la formation. Parce que cette formation en administration de base
généralement, il y a des gens ils estiment que dès lors qu'ils ont passé le concours, c'est fini. Or, il faut aller faire la formation. Or, si tu ne vas pas à la formation, tu ne reçois pas de parchemin et tu ne pourras pas rentrer fonctionnaire. C'est un nouveau dispositif qu'elle a mis en place. Oui, c'est un nouveau dispositif qu'elle a mis en place. Donc, ça veut dire qu'en gros, l'administration basse, ça témoigne en fait de la rigueur et de l'accompagnement apporté aux futurs serviteurs de l'État. Et le dernier fait qui est très marquant dans cette histoire, c'est que c'est la part importante de femmes parmi les auditeurs. Parce qu'elles étaient un peu plus de 59,07%. Et 101 femmes ont été déjà recrutées au titre... Pour tout ce qui est secteur foncier. Du foncier rural. Voilà. Et donc, j'avoue que, comme vous pouvez le voir, la femme est au cœur de la stratégie de la ministre Anne-Désirée Anne-Loutou. Et on l'applaudit justement pour cela. Parlons de femmes au cœur. Permettez qu'une femme puisse réagir. On va faire un petit tour de table avant de passer au sujet AES. Sarah, quel est votre postulat vis-à-vis de tous ces programmes initiés par la ministre d'État et surtout celui-ci? Alors, je trouve, bon, en tant que femme ministre, c'est tout à fait, tout à son honneur qu'il y ait plus de femmes qui obtiennent ce diplôme. Je trouve aussi que c'est très bien que l'on profite de cette cérémonie pour promouvoir les valeurs éthiques et professionnelles dans les administrations. Lorsqu'on est fonctionnaire, on est au service de l'État et donc au service de l'intérêt général. Si on exerce mal sa fonction, qu'on la fait de manière contraire à l'éthique professionnelle, on ne nuit pas seulement à sa réputation, mais à celle de tout un système. Et les risques, eh bien, ils sont énormes. On peut compromettre la cohésion sociale, la paix, et ce n'est pas rien. L'État, c'est la personne morale la plus importante, un sujet de droit qui doit être irréprochable, respectueux des règles et des institutions. Et les agents de l'État sont tout simplement, ils en sont l'incarnation dans leurs obligations, que ce soit au niveau moral, honneur, réserve, dans la vie publique comme dans la vie privée. Dans les deux sphères, c'est tout aussi important. Et donc, on ne peut jeter le discrédit sur une institution qui nous emploie. Donc, ces valeurs sont très importantes et c'est très bien qu'on les rappelle, notamment dans le contexte dans lequel aujourd'hui on est. Herman, je regarde un peu le commentaire de Titi Elogne qui dit est-ce qu'on a besoin de leur rappeler cela, justement? Ils sont fonctionnaires, donc déjà, de facto, au service de la communauté, au service voilà, des autres. Et pourquoi, d'ailleurs, pendant que moi je salue ces gens d'initiative de la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, pendant que je salue cela, je veux peut-être faire un plaidoyer pour ces fonctionnaires qui ont eu certainement, et qui ne sont pas encore fonctionnaires, parce que qui ont bénéficié, qui ont pu réussir à des concours, et qui, pour certains, 1 an ou 2 ans, parfois même 3 ans, sont encore en attente d'affectation ou de réaffectation. Bon, voilà, donc moi je pense que c'est à ce moment-là, il faut penser à ceux-là qui attendent, qui ont espéré qui ont un espoir, qui ont compétit à un concours, qui ont pu l'obtenir et qui, malheureusement, n'ont pas encore la chance, comme ceux-là, de partir avoir une première affectation. Une première affectation. Daouda, je vous donne la parole directement. Ces fonctionnaires qui attendent, ont-ils eux aussi fait cette formation-là et comment ça se passe pour eux, justement? Non, ces fonctionnaires qui attendent, ils ont effectivement fait la formation dans l'administration de base et ils ont reçu leur parchemin. Mais ce qui est important, là, il faut que je l'explique clairement à Herman, il y a 2 cas de figure qui se présentent dans ce genre de situation. Le premier cas de figure, c'est que souvent de fois, il y a des auditeurs qui sont les nouveaux fonctionnaires qui sont affectés dans des administrations. Oui. Mais ils ne veulent pas aller dans ces administrations parce que si tu écoutes le verbatim de la ministre, elle a dit « ne soyez pas des chasseurs de primes ». C'est cela. Parce que chacun court pour aller dans des ministères à primes. Et donc, dès que tu vas là-bas, tu es coincé dans le système. Puisque c'est toi qui as décidé d'y aller. Donc, tu es en attente à ce que ce ministère-là valide ton affectation. Premier point. Le deuxième point, c'est que souvent de fois, à la décharge de certains auditeurs, c'est qu'ils sont affectés dans les ministères, mais certains DRH ne valident pas en fait leur affectation. Donc, ils restent en attente dans le pipe. Et effectivement, ton plaidoyer est bien. Et c'est le lieu aussi d'attirer l'attention des uns et des autres, de valider ou ne pas valider. Maintenant, les gens qui se retrouvent dans ce genre de situation-là, quelle est la démarche à faire? L'administration, c'est pour eux. Le fait d'attendre 1 à 2 ans, le plus important, c'est de revenir à la base.
Et la base, c'est le ministère d'État, le ministère de la fonction publique pour Très dire, bien. je suis nouveau fonctionnaire, j'ai été affecté ici, je n'ai pas encore pris service, tout et tout. Des moyens, des situations seront trouvées. Diligences. Voilà, des diligences seront faites de sorte à ce que tu sois affecté. Pour rappel, l'année passée, la ministre d'État, ministre de la fonction publique, il y a des concours qu'elle n'a pas lancés parce qu'elle a estimé que des gens sont fonctionnaires, ils n'ont pas encore eu de lieu d'affectation. Il n'y a pas eu de place pour eux. Donc, il faut qu'ils soient affectés avant qu'on ne puisse faire des concours dans ces secteurs d'activité-là. Très bien. Edouard, Où réaction je rapide. suis bien d'accord avec lui. Où je ne comprends pas, c'est le cas de ceux qui sont allés à un ministère et qui cherchent des ministères à prime. Je pense bien dans mon entendement que c'est le ministère d'État, le ministère de la fonction publique qui fait les affectations et non pas le fonctionnaire lui-même qui fait son affectation. Donc comment est-ce que ça peut être possible qu'eux, on les envoie à des endroits et qu'ils cherchent forcément des ministères Non, en fait, je prime. pense que l'idée de Daouda, c'est qu'on vous affecte, par exemple, dans un ministère A, et vous estimez que là-bas, il n'y a pas de prime. Et qu'ils attendent eux-mêmes. Et Et donc, ils du décident, coup, justement- ils décident d'aller prendre un document qui l'autorise pour dire, par exemple, si toi, tu es dans un ministère du budget, par exemple, tu as peut-être quelqu'un que tu connais, tu envoies la personne, bon, OK, qui te donne un document pour dire, OK, moi, je suis prêt à t'accepter dans mon ministère. Donc, tu viens avec le document, on te dit, OK, comme tu as de la place là-bas, on t'affecte. Mais le problème, c'est que quand tu pars dans ce ministère, tu es coincé parce que le niveau de validation est élevé. Parce que la dernière validation, c'est la validation du ministre. Un directeur peut te dire, viens, mais après, il y a le DRH. Après, il y a peut-être le DAF. Après, il y a peut-être le ministre qui doit valider. S'ils n'ont pas validé, tu es coincé. Ça, je comprends. Donc, le mieux, où un fonctionnaire n'a pas le droit de demander à choisir là où lui va, l'État t'affecte où il estime que tu dois servir. Pour rappel, la question des primes est justement sur la table de discussion entre ministère et syndicats. Et le cabinet pris par la ministre a demandé donc 3 mois à l'effet de regarder un peu comment gérer la question des primes et les salaires. Barry, réaction rapide avant d'aller à l'AES, s'il vous plaît. Christelle, on a tendance à dire, dis-moi quel type d'administration tu as, je te dirai quel type d'État tu es. Donc l'administration publique, c'est le cœur de l'État. Si l'administration est dans un état de dysfonctionnement, ça va toucher tout l'appareil étatique. Donc la ministre d'État, depuis qu'elle a été nommée, je pense qu'elle a quand même entamé Une série de réformes. un certain nombre de réformes qui Oui. visent à améliorer la qualité du service public. cela. On ne peut que l'encourager, l'inciter. Comment dire, la sensibilisation, c'est une pédagogie quotidienne. Parce que il y a un certain nombre de personnes, comme Daouda l'a dit, qui sont en quête de primes, des personnes dont la priorité n'est pas le service républicain, mais c'est plutôt le service financier. Et ça handicape l'appareil. Donc, il faut qu'elle continue en tant que ministre, en tant que premier responsable, de sensibiliser ces agents-là qui vont aller fournir le service public pour le bien de tous. Très bien. Merci, Barry. Quand on finit de dire ça, regardons maintenant du côté de l'AES. Une force de 5000 hommes qui verra le jour dans les prochaines semaines pour lutter contre les djihadistes. On se rappelle que les pays de l'AES les dirigeants des pays de l'AES sont arrivés au pouvoir pour lutter contre l'insécurité galopante dans cette région, dans la région du Sahel entre 2020 et 2023. Alors ils disent que cette force aura non seulement son personnel, ses moyens aériens, ses moyens terrestres, ses moyens de renseignement et bien sûr son système de coordination. C'était donc lors d'une interview publique nigérienne que cette information a été donnée. On nous parle de lever la force dans une question, dans un délai de semaines. On parle de semaines. Daouda, réaction. Christelle, c'est une bonne chose. On va encourager les États du Sahel à continuer. Si ça peut aider, je pense que ça va forcément aider à lutter contre Le djihadisme. le terrorisme, cette guerre asymétrique. Mais malheureusement, ce qui me désole un peu dans cette dynamique, ce n'est pas la première fois. C'est-à-dire? Pour moi, comme je le dis toujours sur ce plateau, c'est de l'ordre même de l'enfumage, en fait. Pourquoi est-ce que je dis cela, Christelle? Oui. Est-ce qu'entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, il n'y avait pas une coopération en son temps avec l'opération Komoé? C'était sous la CEDEAO. Hein? Comment? N'empêche. Au niveau de, je sais pas, tu peux me rappeler, au niveau du Sahel, il y avait G5 le Sahel. G5 Sahel. Cette même force-là aussi existait. Y a rien, en fait, il n'y a rien de nouveau sur le ciel, Christelle. Et puis maintenant, au demeurant, 5000 soldats. Pour quelle superficie? Calculez la superficie du Mali, du Niger et C'est du un Burkina. départ. Christelle, on est dans une guerre asymétrique.
On n'est pas dans une guerre comme la Russie et l'Ukraine. C'est cela. C'est une guerre asymétrique, tu ne maîtrises absolument rien. OK. Donc concrètement, tu ne peux pas venir nous dire aujourd'hui que je vais utiliser 5000 hommes pour plus de 3 millions de superficie. Donc c'est de l'ordre de l'utopie. C'est bien, parce que, comme je le dis, dans les États du Sahel, chaque fois qu'il y a un problème, il faut créer un nouveau problème, créer un autre problème pour cacher le problème véritable. Le problème véritable dans les États du Sahel, c'est qu'aujourd'hui, les deux généraux et le capitaine n'arrivent pas à faire face aux besoins des plus primaires des États du Sahel. Très bien. Donc, il faut les enfumer au maximum. Et voici une énième façon de les enfumer. Barry, je vous regarde et Daouda estime que c'est une fuite en avant. Mais en tout cas, selon eux, ils estiment que cette force-là pourra essayer de réguler la question du terrorisme. Réaction. Ben, écoutez, ce sont les propos du général Salif Oumoudi. Hein. Je précise son nom, c'est parce que ce n'est pas un novice. Il était chef d'état-major des forces armées nigériennes au temps du président Bazoum. Donc, ce sont eux, les officiers supérieurs généraux, qui avaient coordonné les forces du G5 Sahel dont Daoud a parlé tout à l'heure. Donc, c'est déjà un modèle qui est inspiré du G5 Sahel, qui regroupait le Tchad, la Mauritanie, le Niger, le Burkina et le Mali pour lutter contre le terrorisme. C'est une bonne chose. C'est eux qui savent réellement qu'est-ce qu'ils veulent pour leurs États. Donc, on ne va pas trop juger leurs décisions. Mais je dis qu'il y a un élément qu'il faut prendre en compte. Lequel? C'est le type d'adversaire qu'on a en face. Et deuxièmement, c'est la zone où on mène les opérations militaires. Cette zone n'est-elle pas maîtrisée par eux? Non, la zone est vaste. 5000 hommes, c'est 2 brigades. C'est clair. Dans certaines armées, c'est même 2 à 3 régiments. Et quand on dit un régiment, c'est un ensemble de bataillons. Donc, ce n'est pas un corps d'armée. Le Mali fait 2 240 000 km². C'est pratiquement 4 fois la Côte d'Ivoire. Le Burkina Faso, 274 000 km². Le Niger, 1 260 000 km². Donc, ça vous fait tout au plus 2 600 000. Vous nous dites que les 5 000 hommes, c'est pas réaliste. Ça ne suffit pas. Ça suffit pas. L'espace à couvrir est très vaste. Et c'est un modèle déjà vu. Est-ce que les enseignements ont été tirés sur la faiblesse du G5 Sahel? Est-ce que toutes les vérifications ont été faites? Mais on va leur accorder le bénéfice du doute. On verra ce que ça va donner dans la durée et dans l'espace. Sarah, je reste avec vous justement avec les derniers propos de Barry. Est-ce que parce que l'espace est grand, il ne faudrait pas commencer? Parce qu'en réalité, les problèmes de sécurité sont réels chez eux. Oui, tout à fait. Mais c'est exactement ça. Je pense qu'on ne devrait pas chercher trop loin des explications quant à la création de cette force unifiée. Elle est là pour un but affiché qui est de répondre à une urgence sécuritaire. Ils mutualisent, ils ont formé une confédération et aujourd'hui ils mutualisent des moyens, des efforts de ces 3 pays contre une menace qui est commune. Alors il y a plusieurs points. Pour moi, il y a un caractère quand même un peu assez inédit parce qu'on est quand même dans une alliance locale, africaine, où on met en moyen des moyens aériens, terrestres et de renseignement en même temps. La symbolique aussi, elle est très forte, on ne peut pas le nier. Il y a quand même une volonté assez claire d'affirmer sa souveraineté. Encore une fois, on en parle beaucoup quand on parle de l'AES, mais c'est le cas ici. Et sa capacité aussi à prendre en main sa propre sécurité. Donc maintenant, il faut voir les conséquences de la création de cette force unifiée. La première, pour moi, dans mon sens, elle est assez claire, c'est qu'elle renforce cette rupture avec la CEDEAO. On ne peut pas oublier ce qui s'était passé en juillet 2023 quand la CEDEAO avait menacé d'intervenir militairement au Niger. Et je pense que les déclarations de l'époque, en tout cas, ont vraiment renforcé le fossé. Et cette alliance, aujourd'hui, pour moi, elle est militaire, elle est logique. Ils ont créé cette alliance, confédération économique. Maintenant, mettre les moyens militaires ensemble,
C'était inévitable, j'ai envie de dire. Très bien. Maintenant, mobiliser 5 000 hommes, ce n'est pas rien. Il faut des moyens, des ressources financières, de logistique. Ce n'est pas si simple. Mais pour conclure, je pense que voilà, ça leur permettra à eux de redéfinir leurs priorités régionales en matière de sécurité, en matière de souveraineté. Et la suite, voilà, on verra bien l'efficacité de cette force et peut-être que ce sera peut-être un modèle d'exemple. Je ne sais pas si, en tout cas, c'est une réussite. Donc, laissons le temps de voir ce que cette alliance pourra apporter en termes de sécurité. Herman, commentaire, analyse justement sur cette force que l'AES je prends pour moi tout ce que Sarah a dit. Moi, je pense que c'est une réponse régionale face à une réalité qui est transnationale. Ils sont des pays qui ont chacun fait face à des réalités en termes de terrorisme et autres. Aujourd'hui, chacun isolement, il tentait de répondre à cette situation. Aujourd'hui, les gens mutualisent leurs forces, il faut le dire. Il y a en même temps une autonomie, une certaine affirmation d'une certaine autonomie. Moi, je ne vais pas utiliser souveraineté, mais c'est tout comme le mot est souvent galvaudé ici, mais il y a une manière d'affirmer leur autonomie. Aujourd'hui, ils parlent beaucoup plus de confédération. Je crois qu'ils ont même pris une nouvelle mesure concernant les déplacements, les déplacements dans leur zone. On voit bien qu'ils sont en train de la sortie de leur passeport, si je ne m'abuse. De construire leur zone. Et on voit bien aussi qu'il y a certains pays qui lognent déjà cette communauté qui est en train de se créer. Lesquels par exemple, le Togo. Dont le ministre des Affaires étrangères n'a pas caché l'envie du Togo de rentrer. Maintenant, c'est à eux de ne pas laisser tout le monde venir parce qu'il ne s'agit pas de faire en sorte que l'AES soit un réceptacle des gens qui ont envie de s'éterniser au pouvoir. Je ne crois pas que ça soit... Vous le dites en référence à... En référence au Togo. Qu'est-ce que le Togo, aujourd'hui, on connaît... Il y a des challenges quand même au Togo. Quand on prend la gestion de Fort Yassingbe et Adema au Togo. Donc, c'est vrai que le Togo a envie d'y aller, mais il faudrait que les pays de l'AES, vis-à-vis des envies de certains autres États qui lognent cette communauté qui est en train de se créer, qui aujourd'hui avance avec une communauté maintenant militaire et autres. Il faudrait qu'ils mettent maintenant des balises pour dire si on doit prendre les gens, sur la base de quoi on ouvre notre communauté pour ne pas que ça soit... un réceptacle, comme vous l'avez dit, de ceux qui veulent s'éterniser au pouvoir. Barry, on termine rapidement avec vous. Le Ghana a un envoyé spécial près de l'AES. On termine, Barry. Non, je voulais juste dire qu'au Cameroun, par exemple, le BIR, les forces d'intervention rapide camerounaises, c'est 5 000 hommes. C'est juste un pays, la comparaison. Oui, mais c'est un départ. Après, est-ce qu'on ne peut pas justement le prendre comme un départ et puis après... 3 millions je ne fais pas la comparaison. J'ai dit que le Cameroun... C'est une information. Très bien. Les BIR, c'est 5 000 hommes. Oui, mais après, ils vont y aller. 475 000 km². Herman, je termine avec vous. Est-ce que les États de... Herman, est-ce que les États de l'AES envisagent aujourd'hui par l'élection, justement? Mais moi, je pense que peu à peu, ils vont y arriver. Aujourd'hui, ils parlent de On écoute Herman, je vous en prie, messieurs. Ce n'est pas la première communauté fédérale en Afrique. Le Nigeria est une république fédérale. C'est un pays, oui, mais c'est des États qui sont plus ou moins dans leur autonomie. Les États-Unis fonctionnent dans leur fédération. Donc, je ne pense pas que, même si chaque État affirme son modèle politique, je ne crois pas que ça puisse freiner l'ambition de créer cette confédération. Très bien. Donc, on assistera forcément à des élections au niveau de l'AES. Mais pour l'instant, on constate donc cette force levée. S'il vous plaît, messieurs. Cette force levée de 5 000 hommes, voilà, au niveau des États de l'AES. Et donc, nous allons toujours continuer à observer. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous ceux-là qui ont réagi au fur et à mesure sur le digital. Merci beaucoup à vous. On se retrouve demain pour la dernière de la semaine. Portez-vous bien. Les programmes continuent sur la FTV. Bonsoir.